Je vais continuer ma petite série de vidéos où je vous parle de mes meilleures lectures de ces 5 dernières années. Et là, on va s'attaquer à l'année 2021. Cette fois, je vais vous présenter 8 livres qui sont divers et variés, comme d'habitude. On va commencer avec un livre qui m'a été chaudement recommandé par ma coach d'écriture et franchement, sans elle, je serais totalement passée à côté et je n'aurais même jamais su que ce livre existait. Il s'agit du chien La Neige un pied de Claudio Morandini. Je ne sais pas s'il y a un lien de famille avec l'autre Morandini, je n'espère pas. On ne sait pas. Nous sommes avec un ermite qui s'appelle Adelmo Farandola et qui se prépare pour l'arrivée de l'hiver. Quand je vous dis que c'est un ermite, c'est-à-dire qu'il vit au fin fond de la forêt et dès que l'hiver arrive, il y a tellement de neige qu'il n'arrive plus à sortir de chez lui et qu'il ne peut plus descendre dans la vallée pour faire ses vivres. Du coup, il anticipe toujours le fait que il sera bloqué pendant plusieurs mois au fin fond de la forêt. Et lorsqu'il se rend dans le commerce pour justement faire ses achats pour ces mois d'isolement, en fait la commerçante le regarde un peu estomaqué et lui dit « Mais vous m'avez déjà presque dévalisé la boutique la semaine dernière, vous avez déjà fait vos courses, pourquoi vous revenez ?» Donc Adelmo est en mode « Pourquoi elle se moque de moi? Enfin, c'est évident, je m'en souviendrai si j'étais déjà venue. » Et sur le chemin du retour, il va croiser un chien qu'il ne connaît pas, infesté de puces et de tiques en plus, si je me souviens bien. Et en fait, ce chien va se mettre à lui parler. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on suit un homme qui est en train de doucement chuter vers la folie. Et c'était hyper réjouissant à lire. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est véridique. La plume de l'auteur est tellement prenante que en fait je n'ai pas pu le lâcher, je crois que je l'ai lu presque d'une traite. C'était vraiment un livre qui m'a réjoui et je pense que je prendrai plaisir à le relire. Je relis très rarement mes livres, mais en l'occurrence celui-ci j'ai très envie de le relire parce que je me souviens que à la fois j'étais un petit peu... il y avait un petit peu ce frisson d'angoisse parce qu'on suit quand même un type qui chute dans la folie, mais en même temps les discussions qu'il avait avec le chien c'était tellement hilarant, c'était vraiment super, donc je pense que je prendrai le temps de le relire celui-ci parce que je l'avais tout simplement adoré. On va passer au livre suivant et il s'agit d'un polar et c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Nous suivons un homme, Eden Bishop, qui se réveille dans une forêt, là encore. Décidément, il y avait beaucoup de trucs avec des forêts, manifestement, en 2021. Et il se réveille dans les bois sans vraiment se souvenir de son identité, déjà. Et surtout, c'est à côté d'un manoir où tout le monde le reconnaît. Donc, il est en mode, ok, je dois être docteur machin, puisque tout le monde m'appelle docteur machin. Sauf que, le soir venu, un homme déguisé en médecin de la peste vient lui révéler qu'en vérité, il est dans un espèce de jeu de société, de jeu de Cluedo, si on peut dire ça comme ça, où il va avoir 7 chances de trouver le tueur d'Evelyn Hardcastle. Et ces 7 chances, c'est par le fait qu'il va pouvoir revivre 7 fois la même journée, et en plus de ça, qu'il va pouvoir incarner plusieurs personnes qui sont dans ce manoir. Donc il va y avoir des personnes qui sauront quelques petites choses sur les Hardcastle, il y en a d'autres qui sauront peut-être pas grand-chose et qui seront peut-être un petit peu handicapés, on va dire, de par leurs conditions physiques, mais au niveau du mental et au niveau de l'intelligence, ils seront comme Sherlock Holmes. Comme vous l'aurez compris, c'est un Cluedo dans l'ambiance Downton Abbey. C'est comme ça que je résume ce livre en règle générale, parce que c'est totalement ça. J'ai passé un excellent moment en le lisant, je l'ai trouvé très divertissant, ceci étant dit. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne l'aimerais peut-être pas autant que ça, parce que puisqu'il y a 7 fois la même journée, vous vous doutez qu'il y a un petit truc de voyage dans le temps. Et autant en 2021, j'avais pas lu énormément de livres qui traitaient du voyage dans le temps, ou en tout cas qui le mettaient en scène, mais maintenant que j'en ai lu un tout petit peu plus, du coup, je sais pas si la technique est vraiment bien faite dans les 7 morts, mais ce dont je me souviens surtout, c'est que déjà j'ai passé un excellent moment et surtout toute cette thématique du voyage dans le temps, je me suis vraiment dit que pour un premier roman, c'était
exceptionnel d'avoir une créativité pareille. C'est peut-être pas le premier livre que l'auteur a écrit. C'est peut-être le premier publié, mais c'est peut-être le 16e d'une longue série de livres qu'il a pu écrire. En tout cas, j'ai été impressionnée par la créativité et surtout par l'ingéniosité que l'auteur utilise pour faire son histoire. Donc c'est pour ça que j'ai suivi les autres livres de l'auteur d'ailleurs, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Et donc à chaque fois, j'avais un peu l'espoir de retrouver ces montagnes russes et ce côté très palpitant qu'a les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, même si vous avez pu voir mon autre vidéo sur mes lectures de début d'année, ça l'a pas trop fait avec le dernier sorti. On va rester dans le roman noir avec Indésirable d'Erwan Larrer. Nous suivons Sam qui vient tout juste d'arriver dans un village perdu au fin fond de la campagne française. Et vous savez, c'est ce genre de village où tout le monde se connaît, tout le monde va boire un coup dans le bistrot du coin et se raconter les derniers potins qu'ils connaissent sur leurs voisins. Sauf que Sam a une particularité, c'est qu'elle est non-binaire. Et ça va poser problème à la communauté puisque c'est quand même quelque chose qu'ils ne connaissent pas tellement et surtout, Sam n'est pas du genre à se laisser faire. Et on va aussi très vite découvrir que dans la petite vie tranquille de ce village de campagne, c'est peut-être pas si tranquille que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est déjà de 1, le fait qu'on ait un personnage non-binaire en tant que protagoniste. C'était une des premières fois, si je me trompe pas, que je lisais un roman avec un personnage non-binaire en protagoniste. Donc j'avais vraiment beaucoup apprécié ça. Mais surtout, ce que j'avais vraiment apprécié, c'est que l'auteur n'a absolument pas utilisé le point médian, ou l'écriture inclusive en l'occurrence, en tout cas l'écriture inclusive qu'on connaît, puisque en fait l'auteur a décidé pour les accords et pour la conjugaison de mettre par exemple des E dans le A, par exemple. Et puis seul, par exemple, il l'écrit comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une ingéniosité narrative, puisque au départ ça peut être un peu bizarre de lire un livre écrit de cette manière, mais au final, au fur et à mesure des pages, en fait, ça se lit vraiment tout seul. Donc vraiment, j'avais vraiment beaucoup apprécié et surtout, il y avait ce côté, donc, personnage non binaire, cette pirouette narrative, on va dire, en tout cas pour les accords et pour la conjugaison, et puis surtout, le côté roman noir. Là, vraiment, on a tous les codes du roman noir et c'était vraiment palpitant à lire et c'était vraiment rafraîchissant. Pour le coup, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Et ce n'est pas le seul livre de l'auteur que je vais vous présenter dans cette vidéo, puisque c'est un auteur dont j'aime bien la plupart des œuvres, mais surtout 2, celle-ci étant l'une d'elles et la deuxième arrivant à la fin de la vidéo. On va quitter les romans pour la bande dessinée avec l'adaptation du Cœur des femmes de Martin Winkler. Si vous traîniez sur le booktube dans les années 2012-2015, je dirais, vous vous souvenez peut-être que Le Cœur des femmes, le roman, avait fait énormément sensation, et a raison, puisque il parle de sujets qui n'étaient pas forcément abordés dans les livres, en tout cas dans cette période-là. Heureusement, MeToo est arrivé par la suite, mais j'ai eu un énorme plaisir à découvrir cette histoire par le biais de cette adaptation. Nous suivons Jean qui est, si je me souviens bien, en dernière année de médecine et elle doit faire un stage. Et elle qui se voyait déjà grande chirurgienne, elle se retrouve dans un centre de gynécologie. Ce qui ne l'enchante absolument pas parce que pour elle, les femmes ne viennent là que pour s'y plaindre et pour juste prendre la pilule et puis basta. Sauf que au fur et à mesure des semaines qu'elle va passer dans ce centre, elle va découvrir des témoignages et elle va découvrir des histoires qui vont remettre en question ses a priori sur la gynécologie, sur les violences faites aux femmes dans le milieu hospitalier en règle générale. Bon, vous vous doutez bien que le sujet des violences faites aux femmes était un sujet qui m'intéressait énormément et qui me tenait très à cœur. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette adaptation, c'est que les témoignages faits par les patientes étaient mis en scène d'une certaine manière qui fait que on ne peut pas rester indemne, on ne peut pas rester insensible face aux histoires qui nous sont racontées. Je ne sais pas à quel point Martin Winkler s'est inspiré de son quotidien de médecin pour raconter ces histoires ou s'il les a clairement inventé, mais en tout cas c'était vraiment très touchant et l'évolution du personnage de Jean est vraiment très intéressante puisque on passe vraiment d'une femme qui est pétrie de clichés, on va dire, sur les patientes de gynécologie pour en fait se rendre compte que les violences existent et que simplement fermer les yeux ça ne suffit pas. Je pense que je me prendrai le roman prochainement pour voir le texte en tant que tel et pas juste une adaptation. On va passer au roman où j'ai le sentiment que je n'arrive pas à le vendre, parce que
il est tellement cher à mon cœur, il m'a fait tellement vivre de sensations, d'émotions, que j'ai l'impression que je ne lui rends absolument pas hommage à chaque fois que j'en parle. Mais bon, écoutez, ça fait partie de mes meilleures lectures de 2021, je ne peux pas y couper. Il s'agit des Somnambules de Chuck Wendig. Nous y suivons Shanna qui, par une journée totalement banale, cherche sa petite sœur Nessie et elle l'aperçoit à travers une fenêtre en train de marcher. Donc elle se pose des questions, elle se demande où est-ce qu'elle va et quand elle la rejoint pour lui poser des questions, Nessie ne lui répond absolument pas. Elle reste totalement mutique, le regard vide, et elle ne fait que marcher dans une direction, elle ne sait pas où, mais elle marche. Shanna ne peut pas se résoudre à la laisser partir comme ça, sauf que, en fait, elle va très vite comprendre qu'elle ne peut pas arrêter sa sœur. Littéralement, elle en est incapable. Et bientôt, elle va être rejointe par plein d'autres personnes, 2, 5, 10, 20, une centaine de personnes qui vont se mettre à marcher dans une même direction sans que personne ne sache où c'est. Et quand les médias vont s'y intéresser, vous vous doutez bien que les autres habitants américains ne vont pas rester silencieux face à ça et avoir des discours d'un extrême à l'autre. Ce livre fait 1160 pages et j'en voulais encore. Arrivé à la fin, ça se termine sur un cliffhanger où j'étais en mode « Mais tu ne peux... Chuck, tu ne peux pas me laisser comme ça. Donne-moi la suite. Tu ne peux pas finir sur ça. » Ce livre est tellement bien construit que ça se lit comme une série télé. L'auteur arrive à nous présenter des nouveaux personnages, page 200. Donc, on est quand même relativement bien avancé dans le bouquin. Et on arrive quand même à être impliqué dans ce qui arrive aux nouveaux personnages. Alors qu'on a déjà eu le temps de s'attacher à Shanna, Nessie et à d'autres personnages qu'on va suivre au fur et à mesure. Je crois que ce livre, je l'ai lu en une semaine, tellement j'étais à fond dedans. Il y a des péripéties, il y a des articles de presse qui nous donnent le point de vue de tous les autres pays du monde sur ce qui est en train de se passer. C'est hyper palpitant et il y a ce petit côté de SF. Alors, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux ou ce genre de choses, je vous rassure, si vous avez besoin d'être rassuré, mais il y a suffisamment de SF pour qu'on se dise « ça pourrait être vrai ». Et c'est assez drôle de se dire que ça pourrait être vrai, alors que ce livre est sorti en 2019 et que l'année suivante, il y a eu quelque chose qui a traversé la Terre et qui a fait que la plupart des comportements que j'ai pu lire dans ce livre, en fait, j'ai pu le voir autour de moi et dans mon écran. Ce qui faisait un peu peur, en vérité. Et je vous disais que ce livre termine sur un cliffhanger. Ne vous inquiétez pas, il y a un tome 2, sauf que Sonatine ne l'a pas encore traduit, sauf erreur de ma part. Donc par pitié, messieurs, mesdames de Sonatine, traduisez le tome 2 de Somnambule parce que je ne peux pas rester là-dessus. J'en garde un excellent souvenir, c'était palpitant, il y avait plein de rebondissements et il y avait plein de réflexions chouettes, il y avait plein d'hommages à la pop culture aussi, ce que j'avais beaucoup aimé. Bref, c'est un livre qui foisonne de références, qui foisonne d'idées, qui foisonne de pensées philosophiques sur le monde qui nous entoure, sur ce qui fait l'identité, sur ce qui fait société, et j'ai totalement adoré. Je vais passer très vite sur ce livre puisque j'en ai parlé en long, en large et en travers dans la vidéo que je vous mettrai dans le petit i, ou si je n'y arrive pas, que je vous mettrai en barre d'infos. Il s'agit des Terriens, de Sayaka Murata. Voilà, je l'ai adoré, même si il m'a un peu traumatisé sur certains trucs. Je le souligne encore dans cette vidéo, mais gros trigger warning, abus infantile. Au sens large, elle ne fait pas dans la demi-mesure, Sayaka Murata, ça je peux vous le dire, mais c'est un roman qui fait vraiment partie, je dirais, de mon lore littéraire, tellement j'y pense souvent, je repense aux émotions qu'il m'a transmises, je repense à tout ce qui m'a fait vivre, en fait, et tout ce qui m'a fait ressentir. Vraiment, j'ai adoré ce livre, j'adore cette autrice. L'avant-dernier livre que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Soleil amer de Lilia Hassen. Nous y suivons Naja qui est mère de famille, mère de 3 jeunes filles pour être précise, qui part enfin de l'Algérie pour rejoindre son mari Saïd en France, puisque ça fait plusieurs années qu'il y travaille et il a enfin réussi à faire venir sa famille. Naja et les enfants arrivent donc dans une cité HLM, tout ce qu'il y a de plus classique, et Naja va rencontrer sa belle-sœur par alliance, la femme du frère de son mari. Et en fait, au départ, elle ne l'aime pas du tout.
Parce que, voilà, c'est typiquement la petite Française qui aime bien se pomponner, elle est blonde, enfin bref, elle aime vraiment pas, elle a beaucoup de préjugés sur elle au tout départ, mais au fur et à mesure, un lien si fort va se tisser entre elles que le jour où Naja va apprendre qu'elle est enceinte, elle va proposer au couple qui ne peut pas avoir d'enfant, de leur donner cet enfant. Sauf qu'on va très vite apprendre que Naja n'était pas enceinte d'un bébé, mais de deux. Évidemment, sinon il n'y a pas de drama. Donc nous suivons cette famille à travers les années 60, 70 et 80 en France, dans une France en pleine mutation sociale. Nous y suivons aussi la vie des trois jeunes filles qui se demandent si elles doivent suivre les traditions algériennes ou suivre les mouvements sociaux qui se passent en France. Nous avons la vie des deux jumeaux qui sont élevés comme des cousins et du coup vous vous doutez qu'il y a certaines pirouettes de secret familial qui vont se glisser dans les relations. C'est le premier roman que j'ai lu de Lilia Hassen et en fait à chaque fois que je lis un roman de Lilia Hassen, je ne peux pas m'arrêter, je le lis d'une seule traite. Elle a fait exactement la même chose avec Panorama qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais voilà, le style de Lilia Hassen est à la fois très simple mais à la fois très beau et très accrocheur. C'est une autrice que j'aime énormément. Mais bon, il me reste encore 2 livres à découvrir de Lilia Hassen, donc j'ai encore ce qu'il faut. Et le dernier livre, comme promis, il s'agit d'un autre livre d'Erwan Larrer, c'est le livre que je ne voulais pas écrire. L'auteur y raconte la soirée qu'il a passée au Bataclan, un certain vendredi 13. Vous savez de quelle soirée je parle. Et pourquoi le livre que je ne voulais pas écrire? Parce que tout simplement, au départ, il n'était vraiment pas intéressé par la chose, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire pleurer dans les chaumières, il n'avait pas envie que de sortir un témoignage larmoyant et donc il a laissé reposer ce récit pendant plusieurs années avant de sortir le livre que je ne voulais pas écrire, puisqu'il a réussi à trouver une structure vraiment très intéressante et puis en même temps qui lui a permis de prendre du recul sur ce qui lui est arrivé. Parce que nous avons d'une part le récit de cette nuit de son côté, nous avons le récit de cette nuit de la part de ses proches, nous avons plusieurs lettres de ses proches qui ont eux également livré leur témoignage sur qu'est-ce qui s'est passé pour eux, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsqu'ils ont appris ce qui se passait au Bataclan, et surtout il a choisi de prendre le point de vue d'un des assaillants. Et pour moi, je trouve que ça fait partie d'un énorme travail de prise de recul pour réussir à prendre le point de vue de quelqu'un qui a failli vous ôter la vie. Alors dans mes dernières vidéos, vous m'avez souvent entendu dire que je n'aimais pas l'autofiction, que je n'aimais pas les témoignages. Celui-ci en fait me fait mentir. C'est l'exception qui confirme la règle. Si les témoignages et les autofictions pouvaient être d'une aussi bonne qualité que ce livre, franchement, je ne m'en plaindrais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, booster aussi avec ce nouvel outil que YouTube nous propose. Et racontez-moi vos meilleures lectures de 2021. Voilà, j'attends. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.